et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kinetoscope Show. On est ravis de vous retrouver pour aborder de nouveaux sujets. Aujourd'hui, je sens que ça va être sympa. On va tout de suite démarrer avec le sommaire. Donc toujours dans le même ordre, Lucille va commencer par nous faire découvrir ou plutôt redécouvrir un film mainstream. Donc je pense que ça va être très intéressant. Ensuite, Kevin va nous faire découvrir sa série du moment. Ensuite, toujours un sujet polémique avec Isée. Et enfin, je vous emmènerai dans de nouvelles coulisses pour un nouveau film, vous faire découvrir de nouveaux décors et nouveaux costumes. Lucie, je te laisse la parole. Donc, comme l'a dit Alexia, je vais parler d'un film extrêmement connu qu'on pourrait considérer comme un classique intemporel et intergénérationnel. Donc, je pense que vous l'avez tous vu ici et vous aussi sûrement à la maison. Mais j'espère réussir à vous le faire redécouvrir sous un jour nouveau du coup. Alors je vais pas vous dévoiler le titre tout de suite parce que j'aimerais bien vous le faire deviner à travers un indice sonore. Donc si vous êtes prêts, je vais lancer la bande démo. Après je vous dirai comment est fait le son si vous voulez. Donc un aspirateur. Du coup, vous avez des idées, vous savez ? Oui, je t'ai dit oui. R2D2. Le 2. Quand tu manges du miel. Non, c'est pas ça ? Non. Je pense que vous l'aurez compris, je vais parler de Jurassic Park, voilà. Welcome to Jurassic Park. Alors, plus exactement, je vais vous parler du premier Jurassic Park, parce que je sais pas vous, mais j'ai pas été très convaincue par la suite de la franchise, donc je pense que je vais me contenter de parler du premier, et ce sera déjà beaucoup comme vous allez le voir. Alors, comme je l'expliquais plus tôt, Jurassic Park, c'est un classique du cinéma de genre, mais je vais quand même résumer rapidement le film pour ceux qui l'auraient toujours pas vu ou qui en auraient un souvenir un peu lointain. D'abord, ce qu'il faut savoir et que peu de gens savent en fait, c'est que Jurassic Park, c'est pas un scénario original, c'est adapté d'un livre de Michael Crichton qui est sorti en 1990, donc 3 ans avant l'adaptation de Spielberg. Le film reprend donc l'histoire de John Parker Hammond, un riche homme d'affaires excentrique, PDG d'une grande firme puissante qui s'appelle InGen, et avec laquelle il a réussi à recréer des dinosaures grâce à de l'ADN conservé dans un moustique fossilisé. Donc dans le plus grand secret et avec son entreprise, il travaille à la création d'un parc d'attractions autour de ces dinosaures génétiquement modifiés sur une île qu'il possède au large du Costa Rica. Donc, avant l'ouverture du parc, John Hammond est poussé par ses avocats à faire visiter le parc par un petit groupe d'experts afin qu'ils donnent leur aval avant ouverture en fait. Pour rassurer en fait les investisseurs qui ont un peu peur qu'il y ait des accidents parce que des dinosaures quand même ça peut vite partir franchement tranquille en sucette. Pas du tout carnivore. Un petit chihuahua. Ouais, pas du tout, ouais. Et du coup, le film retrace la visite de ce petit groupe composé de 2 paléontologues passionnés, un mathématicien adepte de la théorie du chaos, un avocat avide de profit, évidemment, comme tous les avocats, et 2 enfants qui sont les petits-enfants de John Hammond. Tu vas nous faire des ennemis, là. On va parler de Freud et de ce qu'on appelle la parapraxis. C'est quoi Lucille, qu'est-ce donc que la parapraxis? Alors, la parapraxis, Kevin, c'est un terme qui peut sembler un peu austère, surtout si on le rattache à Freud, mais pas d'inquiétude, vous allez voir que c'est assez simple en fait. Enfin, je vais essayer en tout cas de rendre ça assez simple. Avant de commencer à vous expliquer ce que c'est, il faut d'abord que je vous précise que parapraxis, c'est un terme anglais, et je vais l'utiliser tout au long de la vidéo parce que j'ai pas trouvé d'équivalent français qui traduise exactement l'idée, qui soit satisfaisant. Mais vous allez voir que ça change rien du tout et qu'on comprend très bien, même avec le terme anglais. Alors du coup, la parapraxis, c'est quoi ? Pour répondre à Kevin qui avait l'air un peu paniqué en entendant le terme, donc la parapraxis, c'est un concept que l'on doit à la psychanalyse freudienne et qui apparaît donc dans le texte à partir de la fin du 19e siècle. Donc il s'agit avant tout de voir dans les lapsus physiques ou verbaux, ainsi que dans les actes manqués, un système de représentation à part entière. Donc dit comme ça peut être un peu complexe, mais évidemment je vais clarifier maintenant. Donc c'est-à-dire que l'acte manqué ou le lapsus signifie quelque chose en dehors même du discours dans lequel il figure.
Et souvent, on s'en rend même pas compte sur le moment. C'est pour ça qu'on appelle ça un acte manqué, justement. Philo, elle nous donnait l'exemple de, par exemple, quand t'as peur d'aller au dentiste, enfin chez le dentiste, et que tu oublies ton rendez-vous, ben en fait tu l'as vraiment oublié, genre... Oui, parce que t'avais pas envie d'y aller, voilà, en fait. c'est ça. Ouais. Dans la plupart des cas, les lapsus et les actes manqués, ils révèlent et définissent les contours d'un traumatisme profondément enfoui. Ça, je pense que vous avez déjà rencontré ça en philo, par exemple. Donc quelque chose qui nous fait peur, dont on n'a pas forcément conscience, ou qui nous a détruit et qu'on a oublié, par exemple. Le lapsus, en fait, va le révéler. Surtout quand on se retrouve en thérapie, quand on parle, ou souvent dans les rêves aussi, ça va remonter, ça va refaire surface. Du coup, pour résumer brièvement, la parapraxis, ça consiste à venir chercher de la signification dans ces lapsus et à essayer du coup de chercher les traumatismes que ces lapsus cachent. À la fin du XXe siècle, le concept de parapraxis, il est repris par le théoricien et historien de la télévision et du cinéma Thomas Elsaesser pour être appliqué à l'art, au cinéma et à la littérature. Thomas Elsaesser, dans sa recherche, il va s'intéresser plus particulièrement au kaiju eiga, désolé si l'accent est pas bon, qui signifie en japonais cinéma de monstres. Le cinéma de monstres, donc c'est un genre qui a été initié très tôt dans l'histoire du cinéma au Japon, et le meilleur exemple qu'on a à ce jour, le tout premier, enfin celui qui a été le plus marquant dans le cinéma, c'est le film d'Ishiro Honda, Godzilla, qui est sorti en 1954. Godzilla, king of the monsters, alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror to wreak vengeance on mankind. Godzilla, king of the monsters, it's alive, A gigantic beast stalking the earth, crushing all before it, in a cyclonic cavalcade of electrifying horror. raging through the streets on a rampage of total destruction. Godzilla, king of the monsters, Incredible titan of terror. wiping out a city of 6 million in a holocaust of flame. Jet planes cannot destroy it. Bombs cannot kill it. All modern weapons fail. Is this the end of our civilization? Can the scientists of the world find a way to stop this creature? For the answer, see Godzilla, king of the monsters. You may wish to deny it, but your eyes tell you it's true. A tale to stun the mind. More fantastic than any ever written by Jules Verne. More terrifying than any ever shown on the screen. Awesome. Incredible. Donc pour Thomas Elsaesser, le monstre au cinéma, il permet de traiter de manière allégorique, métaphorique ou symbolique tout ce qui est traumatisme, mais à l'échelle sociétale, pas à l'échelle individuelle. Donc tous les traumatismes historiques, les grandes guerres, les catastrophes nucléaires. Et pour lui, le monstre vraiment va venir incarner ça dans la fiction. Dans Jurassic Park, Steven Spielberg, pour qu'on comprenne bien qu'on est dans un film de monstre, il fait justement référence au film d'Ishiro Honda, dans la scène où les personnages découvrent le parc pour la première fois. Donc on a, dans Godzilla, on a le professeur Yamane qui mène l'enquête sur Godzilla, qui trouve sur la plage, dans une trace de pas de Godzilla, un trilobite. Donc le trilobite, c'est une espèce qui appartient à l'ère du Crétacé, et qui du coup renseigne le professeur sur l'ère à laquelle appartient le monstre, sans même qu'il l'ait vu au préalable. Donc comme je le disais, dans Jurassic Park, Steven Spielberg il s'inspire de cette scène, dans la scène où les personnages rentrent pour la première fois dans le parc. En effet, c'est le personnage du professeur Sattler, qui est incarné par Laura Dern, qui trouve une plante dont elle sait qu'elle remonte à l'ère du Crétacé. Donc on comprend la référence et on sait qu'on va faire face à des monstres pendant tout le reste du film. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le monstre, c'est souvent l'allégorie à travers laquelle vont s'exprimer des peurs, des traumatismes enfouis à l'échelle d'une société tout entière. Ça peut être à l'échelle mondiale, à l'échelle d'un pays, d'une communauté, et qui donc vont s'incarner dans le monstre et du coup dans Jurassic Park, dans les dinosaures. Donc dans l'imaginaire actuel, les dinosaures, ils ont succédé assez naturellement aux monstres légendaires, comme les dragons, les loups-garous ou encore les vampires, pour tout ce qui est représentation des peurs et des traumatismes. Donc la question à laquelle j'ai envie de répondre avec vous aujourd'hui, c'est quelle peur exactement s'incarne dans les dinosaures de Steven Spielberg, puisqu'on sait qu'ils sont là pour incarner des peurs et des traumatismes,
j'aimerais moi m'intéresser au cas précis de Spielberg dans ce film, On peut essayer de deviner ou pas? si vous voulez. Moi, j'ai sélectionné deux traumatismes auxquels il s'attaque à travers la figure du dinosaure. Mais si vous avez des idées, vous pouvez... C'est contextuel par rapport à l'époque dans Par laquelle rapport il aux était créé. États-Unis ou pas? Non, pas forcément. C'est très large et ça concerne tout le monde, en fait. D'ailleurs, dans le film, il y a des images de synthèse. C'est vraiment le début de l'ère du numérique. On a les images de synthèse qui vont remplacer progressivement les effets dits en dur. Et du coup, ouais, c'est à peu près cette époque-là. Mais là, les traumatismes qui sont enfouis dans les dinosaures, ils n'ont pas forcément de rapport avec l'époque. Enfin, oui et non. Mais c'est très général, en fait. C'est Est-ce quelque que chose ce de serait par très rapport actuel. Au rapport passé, présent, futur, Non, genre les erreurs du passé. Ah, pas cette fois. Pas cette fois. C'est la mort d'un... Je sais pas. Oui, alors il y a quelque chose avec la mort. Ok. Tout à fait, ouais. C'est pas les combattants, la mort... J'allais dire la fin de la guerre froide, ça se finit en 92. Non, c'est pas ça. C'est pas historique, c'est vraiment, comment dire, c'est plutôt sur une remise en question sur le rapport entre l'homme et... L'homme, la religion. Non, Non ah. Et la société. non. Et la mort, genre ressuscité, tout ça. c'est pas Il y a la question de la mort, genre la peur de la mort. Non. Et si, Lucille, tu nous expliquais... Ouais. Mais juste, vous vouliez deviner alors. Alors pour moi, la première peur qui s'incarne dans les dinosaures, c'est la peur d'outrepasser nos droits sur la nature. Donc c'est ça. à ça que je pensais quand je disais c'est religion, de en fait, ça, c'est genre l'homme qui oui, se ouais, prend voilà. pour un C'est jeu, écologique en fait. C'est ça. En fait, le film, c'est en partie une fable écologique et je vais vous expliquer du coup pourquoi. Dans Jurassic Park, on a vraiment d'un côté le capitalisme qui se définit par l'exploitation de la nature à des fins lucratives. Donc John Hammond, évidemment, qui arrête pas de répéter pendant tout le film « j'ai dépensé sans compter » pour créer le parc. Donc il joue avec la nature pour se faire de l'argent, mais on a également cette idée avec l'avocat qui, dès qu'il arrive dans le parc et voit les créatures en vrai, en grandeur nature, dit tout de suite on va se faire un tas d'argent avec ce parc. Du coup, l'exploitation de la nature dans le film, elle s'oppose à l'éco-responsabilité, qui va plutôt s'incarner dans les figures des professeurs qui viennent donner leur expertise, surtout Ian Malcolm, qui est incarné par Jeff Goldblum, et qui joue le mathématicien adepte de la théorie du chaos dont je vous parlais plus tôt. Lui, il va être plutôt partisan d'une forme d'humilité face à la nature, et il va expliquer très vite au professeur Hammond qu'avoir recréé des dinosaures, c'est en fait un viol de la nature. Ça va à l'encontre même de l'ordre naturel des choses, si vous voulez. Du coup, comme je vous disais, c'est très actuel. En fait, aujourd'hui, on prend lentement conscience, lentement mais sûrement conscience qu'il faut préserver nos environnements pour éviter de courir à notre propre perte. Donc on fait tous des efforts individuels. Et c'est justement de ça que nous parlent les dinosaures dans le film. En fait, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a peur d'outrepasser nos droits sur la nature, on a peur que nos technologies la devancent jusqu'à l'abîmer de façon irréversible. Et en fait, les dinosaures sont le fruit de cette hubris, si je peux dire ainsi. Cet excès de la part de l'homme et des technologies, parce que c'est clairement grâce à la technologie qu'on est capable, que Hammond a été capable, avec InGen, de recréer des dinosaures. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de fable écologique, et on est vraiment là-dedans, en fait. Hammond, il se prend pour un dieu démiurge et il décide de complètement aller à contre-courant par rapport à l'ordre naturel des choses. Et il met en danger tout le monde, en fait. Il met en danger ses propres petits-enfants dans le film, ce qui est quand même, je sais pas, assez... Pas moral du tout. Bah voilà, c'est sa propre famille, quoi. Il se rend même pas compte, en fait. C'est ça qui est... Enfin, c'est vraiment, il fait ça avec la naïveté d'un enfant qui a envie de vivre son rêve, sans comment expliquer ça ? J'ai pas le mot. Sans se soucier des Sans conséquences. se soucier des conséquences, exactement. Et du coup, vraiment, le dinosaure, il vient englober toute cette idée que... Enfin, voilà ce qui pourrait nous arriver. Quand le dinosaure mange un personnage, enfin, dévore un personnage, c'est voilà ce qui pourrait nous arriver si on s'arrête pas à temps dans notre course à la technologie et à la dénaturation de la nature. Enfin, détérioration de la nature, tout ça, genre... Bref, vous avez compris l'idée. Ouais, j'ai capté. Et la deuxième, que du coup, t'avais un peu l'idée tout à l'heure avec la mort,
c'est la peur de la finitude de l'homme. Donc vous savez tous qu'en tant qu'être humain, on sait qu'on va mourir et c'est quelque chose qui nous fait peur normalement. On a peur de l'oubli, peur de la mort, peur de plus exister. Et en fait, le dinosaure, c'est bien sûr une bête féroce et énorme, mais c'est également une espèce éteinte. Là, il faut voir une analogie assez intéressante avec l'homme. C'est que dans notre système, dans notre écosystème aujourd'hui, on est dominant. On est en haut de la chaîne alimentaire et on domine les autres espèces. Et à l'époque du Crétacé, c'est le dinosaure qui domine les autres espèces. Et pourtant, ça l'a pas empêché de s'éteindre. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a beau être au sommet de la chaîne alimentaire, on a beau être les plus forts, les meilleurs, les plus avancés, les plus intelligents et les plus développés, rien n'empêche qu'un jour, on soit plus là, quoi. Donc ça rejoint également l'idée qu'il faut préserver l'écosystème, mais c'est quand même un peu déplacé. C'est plus sur la peur, c'est la peur de ce qu'on pourrait se faire à nous-mêmes en allant trop loin dans nos idées, quoi. Alan, this species of Variformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing isn't this thing. What? Ça va, ça ressemble à peu près. Je vous ai pas trop assommé avec Freud et tout. Autre œil, je pense. Et justement, c'est cool parce que c'est exactement ce que je voulais. C'est un film vraiment qui est hyper connu, que tout le monde a vu, et même il passe à la télé, limite t'as plus envie de le voir, t'en peux plus, quoi. Donc comme je l'ai expliqué, une des peurs qu'incarnent les dinosaures, c'est la peur de l'extinction. Et en parlant d'extinction, il y a quelque chose d'assez marrant dans le film. Donc Steven Spielberg, il s'est rendu compte assez vite que les animatronics, ça fonctionnerait pas pour toutes les scènes. Les animatronics, c'est des énormes marionnettes, grandeur nature, pleines de câbles et qu'on peut diriger à distance, ça s'appelle la Go Motion, avec des manettes, un peu comme un train électrique ou un bateau électrique, les trucs comme ça, quoi. Et en fait, du coup, il a fait appel à un designer, quelqu'un qui fait des effets spéciaux en images de synthèse, donc à l'époque, c'est vraiment les tout débuts de l'image de synthèse. Et il a demandé à cette personne de faire l'image de synthèse et il l'a montré à Stan Muren, qui était vraiment un expert dans l'animatronics. Et en voyant l'image de synthèse, il lui a dit « Je pense que mon métier va s'éteindre ». Et en fait, Spielberg, il a tellement été marqué par cette phrase qu'il a décidé de la reprendre dans le film. Et quand les professeurs Grant et Sattler découvrent les dinosaures, il y a le professeur Sattler qui demande à Grant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et Grant, il lui répond « Je pense que notre métier va s'éteindre ». Donc voilà, la boucle est bouclée. Bon, en tout cas, Lucille, tu nous as beaucoup intéressés. On a pu redécouvrir le film grâce à toi. Et j'ai encore hâte que tu nous fasses découvrir d'autres films et surtout que tu nous ouvres d'autres pistes de lecture sur plein d'autres films. Bon, alors, quelle est la nouvelle série du moment, Kevin ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre série, bon évidemment Netflix, vu que c'est ma chronique. On va parler de l'histoire des gros mots. Swear words. They're the most popular and alluring taboos we have. But the secrets to their strange power have been shrouded in mystery until now. Join me on a journey through the history, evolution, and cultural impact of swear words. Words don't start out as swear words, they're just words. Somebody decided at some point that this is a swear word. There's an acronymic etymology, fornication under consent of the king. This household has been given my consent to fuck! It is total horseshit. Imagine that you've been called the worst thing you could be called so often that it doesn't mean anything to you anymore. Taking that negative and inverting it. What's the intention of the speaker and what's the reception of the hearer? My dog's a bitch, but I never call her that. Who you calling a bitch? I call her a cunt. There's something innately human about swearing. More conservative people try and invalidate people they disagree with by pointing to their language. Parental advisory sticker to me was implicitly racist. Who's deciding these are bad words?
Who did it? We're gonna do an experiment. There are scientific studies that say that you feel better when you swear. You can hold your hand in a bucket of nearly freezing water. Shit. About 50% longer if you're swearing than if you're not. Mother. Shit. I think there's a need now for swearing and profanity more than any other time. 2 minutes and 20 seconds. The power of cursing, like it's important. The release, that's really what profanity gives us. Oh, shit. Bitch. Damn. Pussy. I'm Nicolas Cage. Let's get fucked. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu ou est déjà tombé là-dessus sur Netflix? Ouais, j'ai vu un épisode, je crois, sur le mot il me semble. Donc tu sauras un petit peu de quoi il s'agit. Alors l'histoire de Gros mots, c'est une série documentaire réalisée par Bellamy Blackstone et présentée par un acteur assez connu, Nicolas Cage. Voilà, donc si vous connaissez pas Nicolas Cage, c'est un acteur assez particulier, il aime bien jouer sur... il aime bien paraître un petit peu bizarre, un petit peu foufou. Je crois qu'il est fou. Hein. Tu crois? Peut-être. Ouais, je sais pas, je connais pas personnellement. C'est le neveu de Francis Ford Coppola, Nicolas Cage. Ah, je savais pas ça. En tout cas, là, il vient pour nous parler du coup des gros mots, de leur histoire, des gros mots américains. Donc on le retrouve dans un décor assez chic. Donc une belle bibliothèque avec des ornements, une cheminée, des beaux livres, des beaux... Il y a de l'alcool également. Ici, c'est les belles bouteilles d'alcool, genre qu'il y a que les riches qui s'achètent. Et donc ça va faire un beau décalage avec le sujet de la série, donc les gros mots. Donc Nicolas Cage joue avec son image un petit peu d'acteur cinglé, hein, quand même, pour nous livrer avec humour mais beaucoup d'audace aussi l'histoire des gros mots américains. Donc après il faut aimer quand même la langue américaine pour apprécier bien la série. Alors Nicolas Cage vient finalement plus garder un rôle de présentateur, mais on fait intervenir beaucoup d'experts de différents types. Donc on a par exemple des linguistes, donc experts aussi dans le vocabulaire grossier. On a des historiens qui vont détailler le processus de création des injures et leur évolution au cours des siècles. On a des scientifiques aussi qui viennent exposer le pouvoir des insultes sur le corps humain, quels effets ça nous procure. On a aussi des critiques de films, par exemple. Des films, on va en parler juste après. Et on a des comédiens ou des humoristes qui sont forcément assez concernés par les gros mots, parce que, en tout cas, je sais pas si certains d'entre vous regardent des spectacles ou des shows américains, mais les gros mots sont moins tabous qu'en France, en tout cas. On utilise beaucoup. Et donc ils viennent nous parler un petit peu de leur expérience avec les gros mots, comment ils les emploient, qu'est-ce que ça leur procure. Attends, tu viens de dire que c'est moins tabou aux États-Unis qu'en France? Ouais, dans les shows. Hein. Ah bon? Parce que c'est bipé de ouf. Pas dans les spectacles. Ah, ok, dans les spectacles, t'entends plein, voilà. Bah, ils sont t'entends plus... vachement de fuck, shit. Ouais, ils ont l'air plus décontractés. C'est l'humour en fait. Après, justement, les gros mots dans la culture américaine ne sont pas tabous justement. Ok. C'est vrai que dans Friends, la majorité des blagues, t'as un fucking something. Ouais, voilà. C'est ce qui fait rire en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des humoristes et des comédiens dans la série. C'est parce que eux, ils ont l'habitude de les employer et ils nous disent que c'est des mots qui font rire. Tu vois, juste par exemple, ils parlent du mot fuck. Ils disent, tu places juste un fuck et hop, ça y est, la salle est là à toi, ils rient et tout. Alors que dans la vraie vie, c'est très mal vu. Si tu vois quelqu'un, alors qu'il y a des enfants ou quoi qui dit fuck, tu vas avoir de très très mauvais regards, tu vois. Mais c'est peut-être aussi pour ça, hein, c'est justement un temps qui est aménagé où c'est carrément tu te libères. Cathartique. C'est ça. Alors du coup, pour vous donner un exemple d'épisode, je vais vous parler de l'épisode sur Dame. Donc je vais vous parler quand même brièvement de ce gros mot. Alors ce mot est le seul gros mot qu'on voit dans la Bible. Dame. Damn. Ça c'est en américain ça. Ouais. Alors est-ce que vous savez pourquoi ça apparaît dans la Bible? Parce que... En fait, dame, ça vient en fait du mot damnation ou damnation. Ah mais oui, purée. Donc, on a forcément raccourci dame. Donc, on voit dans la série toute son évolution à travers le temps depuis son apparition dans la Bible, dans les sociétés et les cultures. En fait, du coup, ce mot est d'origine religieuse. Et damnation, du coup, ça veut dire le châtiment divin, voilà, c'est quand on est puni. Alors, donc, évidemment, le terme dame a traversé les époques et a évolué dans le sens et son emploi jusqu'à aujourd'hui. Donc évidemment son impact n'est pas du tout le même, puisque le mot est devenu l'un des gros mots les plus courants, et l'un des gros mots aussi les plus acceptés, les plus faibles. C'est-à-dire que par rapport à fuck, tu vois, dame, c'est beaucoup moins violent, on va beaucoup plus l'accepter. Au XVIe siècle, les Français surnommaient même les Anglais les God Damn, tellement ils juraient par God et par Dame.
Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de savoir que nous, on avait surnommé des Anglais comme ça au XVIe siècle, tellement injuriés par ça. Et c'est drôle parce que c'est à créer en fait une autre insulte. On est parti de damn et ensuite on a mélangé les deux. Parce que God damn, du coup, c'était leur surnom. Et maintenant, c'est devenu un autre juron qu'on dit pour accentuer. Par contre, c'est devenu plus vulgaire parce que comme on implique Dieu, encore plus que damn l'impliquait, c'est moins accepté que damn tout seul, tu vois. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que les Américains vont trouver des petits subterfuges pour jurer, mais sans réellement dire les jurons, tu vois. Je suis sûr que vous en connaissez certains. Il y a gauche, par exemple, pour éviter de dire God. Oui, gauche, ouais. En fait, c'est juste un moyen plus poli de dire ça, en fait, tout simplement. On peut dire damn, vu que c'est quand même le gros mot que j'évoque ici. On peut dire darn, sans l'accent pourri, voilà. Darn, donc D-A-R-N, et non pas damn, D-A-M-N, pardon. Parce que ces deux mots-là sont aussi liés du coup à la religion. Donc c'est plus important, en tout cas pour eux, de trouver une alternative pour jurer sans les évoquer. En France, on a beaucoup moins ça. On n'a pas vraiment de mots religieux pour jurer. En fait, je sais pas si vous en connaissez. Nom de Dieu. Nom de Dieu, ouais. Et encore, c'est pas très très vulgaire, tu vois, quand on dit ça. L'épisode sur Dame nous ramène également au cinéma avec le film Autant n'emporte le vent, mais ça, j'y viendrai. Parce qu'avant, il faut que je vous parle d'une chose, c'est du code ACE. Alors le fameux code ACE, qu'est-ce que c'est ? Ça a été établi en 1930 et ça a pris fin en 1966. Et en fait, c'est une censure qui a débouché ensuite sur une autocensure, mais qui vise à prôner la morale en interdisant ce qu'on juge immoral. Donc il y a par exemple la cigarette, la nudité, le sexe, l'adultère, des choses même qui ne sont pas forcément immoraux, mais qu'on ne veut absolument pas montrer à l'image, les scènes d'accouchement par exemple, parce que ça montre les organes génitaux, ça montre les atrocités qu'on voit quand on donne vie, quoi. Il y a le blasphème aussi, par exemple, on ne peut pas dire God, Jesus, damn, hell, c'est interdit. Le comportement ou le vocabulaire grossier est totalement interdit et on refuse de faire tendre la sympathie en fait du spectateur vers le crime ou le meurtrier ou la violence. Donc Top Gun, tu l'oublies, à cette époque, interdit. Et du coup, en fait, il faut trouver des alternatives et des subterfuges pour pouvoir dire ce qu'on veut dire, mais sans dire ce qu'on peut dire, tu vois. Donc c'est assez compliqué. On trouve par exemple des scènes pour le sexe, par exemple, on va mettre des feux d'artifice. Enfin, il y a plein de petits subterfuges comme ça. Ou alors dans le dialogue, dans les répliques. Si on veut dire quelque chose de violent ou qu'on veut faire entendre quelque chose qui est prohibé par le code ACE, on va faire des tournures de phrases en fait qui vont faire comprendre au spectateur ce qu'on veut faire comprendre. Et donc du coup petit à petit les réalisateurs en ont eu marre de pas pouvoir faire ce qu'ils voulaient, et pas seulement eux, les spectateurs aussi, parce que ce qu'on voit à l'image en fait n'est pas représentatif de la réalité et c'est beaucoup trop contraignant en fait. On a trop de censure, donc petit à petit on va mener à briser le code ACE jusqu'en 1966. Et c'est ainsi que dans le film Le temps en emporte le vent, donc je crois que tu l'avais vu, mais il y a très longtemps, il y a Clark Gable qui part et qui est censé dire à la jeune demoiselle « Frankly, my dear, I don't give a damn ». Mais il y avait le code ACE, alors comment faire ? Sachant que cette réplique-là, à la base, est écrite comme ça, parce que Autant n'emporte le vent est une adaptation littéraire. Donc, forcément, on a dû réécrire le dialogue, et on a écrit « Frankly, my dear, it has become of no concern to me ». Je crois que ça claque un peu moins, tu vois. C'est pas aussi captivant. Mais du coup, le réalisateur s'est battu, et le film a obtenu gain de cause au final. Il a réussi à obtenir de placer Damn dans le film. Et à cette époque-là, ça a eu beaucoup d'impact, en fait. Non seulement parce que le cinéma a une forte influence, mais aussi parce que, comme il y avait eu le code ACE, le fait de mettre ce mot-là, ça a marqué les esprits. Et du coup, à partir de là, le mot Damn s'est répandu partout. Dans les titres de films, on a par exemple Queen of the Damned, Children
of the Damned, avec mon accent toujours un peu mitigé, hein, vous avez compris. Mais on a aussi dans les titres musicaux, les noms de groupes, on a ce mot-là qui vient vraiment partout. Donc ça montre vachement, je trouve, l'impact et l'influence qu'a le cinéma sur la société, et dans les cultures, et dans les mentalités. Après, on a d'autres exemples, on a 6 épisodes en totalité. On a par exemple le mot fuck, qui à la base n'a aucun lien avec la sexualité quand il apparaît d'abord au 5e siècle, mais après son évolution est un peu mitigée. On a plusieurs théories là-dessus. On a aussi le mot bitch, qui connaît un pic en 1920 lors du mouvement des suffragettes, et ensuite en 1960-70 avec les mouvements féministes. Alors pour préciser, bitch du coup à l'époque voulait dire chienne. Bon, on voit nous aujourd'hui aussi on a le mot dick. Alors, est-ce que vous savez du coup d'où vient le mot dick ? Je trouve ça assez intéressant de découvrir. C'est un prénom ? C'est un diminutif, non ? C'est un diminutif, mais j'ai trouvé ça encore plus fou qu'en fait c'est un diminutif transformé. Dickerman, c'est pas ça ? Non, c'est le diminutif de Richard. Ouais, c'est ça, Richard. En fait, ça vient de Richard, qui est devenu Rick, avec l'accent R français toujours, et Rick est devenu Dick ensuite. Okay. Mais il y a d'autres facteurs en fait, parce que les cravaches s'appelaient les Dicks. Enfin bon, il y a plein de trucs. Dick est ensuite venu nommer en fait tout type de gars, en fait. Donc pour dire guys, on va dire Dick. Et puis ça s'est tout simplement transformé au fil du temps. On a utilisé le mot Dick pour évoquer. Donc évidemment, aujourd'hui, le surnom n'est plus employé, pour des problèmes évidents. Et voilà, je trouvais ça étonnant qu'un prénom puisse comme ça avoir un lien avec un gros mot, au final, parce que ça aurait pu être n'importe quel surnom. Donc l'histoire de ces mots-là est bien plus longue et bien plus compliquée, évidemment. Il y a plein de trucs que je ne dis pas pour pas spoil la série, donc je vais m'arrêter là. Donc ceux qui veulent en découvrir plus, vous irez voir sur Netflix. Donc pour conclure, finalement, ce que nous apprend la série, c'est que jurer, c'est bien plus naturel que ce qu'on pense. Il y a même un scientifique qui vient nous dire que c'est une part intégrante des humains. C'est comme un réflexe cognitif évolutif assez important qui est ancré en nous. Et ça nous fait du bien, ça nous procure certaines sensations. Les injures sont aussi le miroir d'une société à un instant T. Et c'est le témoin d'une évolution des mœurs et des cultures. Donc, l'histoire des gros mots est une série documentaire composée de 6 épisodes de 20 minutes, donc on reste toujours sur un programme assez court et facile à regarder, dans une ambiance assez chill et légère qui nous permet d'en savoir beaucoup plus sur le vocabulaire américain des jurons tout en étant ludique et amusant. Non mais c'est vrai Kevin, t'as raison parce que moi j'ai bien ce réflexe-là de jurer, donc c'est vrai que ça peut être intéressant de connaître l'origine de ces injures, de ces mots qui sont très présents, plus ou moins présents pour certaines personnes dans notre vocabulaire et dans notre quotidien. Donc je pense que je regarderai la série et donc j'ai hâte que tu nous parles d'une nouvelle série une prochaine fois. Avec plaisir. Et justement, en parlant de vulgarité, on va parler d'une certaine polémique avec Isée, donc je te laisse la parole. Alors, de quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler de Mandibule, qui est le dernier film de Quentin Dupieux, qui est sorti donc au cinéma, il y a le 19, quand tout a réouvert, vous savez, 19 mai. Et c'est surtout aussi le premier rôle de Romeo Elvis, donc le rappeur, au cinéma, le rappeur belge. Quentin Dupieux, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui à qui on doit Rubber, Réalité, donc des films, et très récemment Le Dain, qui était je pense très récemment en 2019, si je ne dis pas n'importe quoi, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup ou qui ne connaissent pas du tout le cinéma de Quentin Dupieux, c'est un cinéma de l'absurde. Quentin Dupieux, dans plusieurs interviews, il l'a résumé en disant que de son public, il attendait un mélange de rire et de malaise. Donc voilà, c'est un peu de l'absurde malaisant. Donc il explique son cinéma comme ça, mais il est un peu revenu sur ses propos il y a quelques années, donc je sais pas trop ce qu'il en pense maintenant, mais moi je trouve que ça résume quand même vachement bien son cinéma. Donc un mélange de rire et de malaise. Je trouve que, je sais pas, c'est pas mal, vous en pensez quoi ? Surtout dans Mandibule en fait. Voilà. Surtout dans Mandibule. Donc cinéma de l'absurde, qu'est-ce que c'est ? Pour moi en fait, je résumerai en disant que Quentin Dupieux il crée des personnages un peu débiles. Enfin, des personnages
Ils sont pas forcément débiles, mais un peu bas de plafond, on a l'impression qu'ils vont pas beaucoup réfléchir aux situations. Et il va les confronter à des événements un peu perturbants, qui sortent un peu du commun. Et là, en l'occurrence, Mandibule, c'est deux gars, un duo de potes, interprétés par Grégoire Ludig et excusez-moi, David Marsay. Voilà, David Marsay, merci. Donc c'est Manu et Jean Gab, vous voyez, qui ont une mission à faire. Enfin, on s'en fout un peu de la mission, c'est pas le propos. Et pendant qu'ils sont dans la voiture pour faire la mission, ils sentent un truc qui tape dans le coffre. Et en fait, il s'avère que c'est une mouche géante, un truc tout à fait normal finalement. Mais quand je dis mouche géante, c'est genre un bulldog mais en mouche, voilà. Et du coup, leur premier réflexe en voyant cette mouche, c'est comme vous et moi, c'est de la dresser, évidemment. Hein, parce que si toi, vous voyez une mouche géante, vous allez vouloir la dresser et non pas partir en courant. Non, évidemment, moi je vois une mouche géante, je me casse en fait. Je vais pas, je sais pas, enfin, eux ils se disent, tiens, on va faire du fric. Voilà. Du coup, c'est donc des personnages qui sont un peu bas de plafond et qui sont confrontés à des événements improbables. Et Quentin Dupieux, il met ça en scène toujours en n'ayant rien à faire de la logique. Il faut vraiment se rappeler ça. Et tout se passe dans un monde quand même plutôt réaliste. C'est notre monde à nous, sauf qu'il y a genre des personnages bizarres qui agissent bizarrement. Je vais rester là-dessus parce que c'est pas très grave. Quentin Dupieux va provoquer le rire par un décalage puissance vraiment 10 000 entre donc, ces personnages-là et la réalité. Et ça s'éloigne toujours d'un fonctionnement que nous on connaît, qui est logique dans notre quotidien. Voilà. En fait, c'est un peu comme si c'était drogué. C'est un peu le comportement que t'as quand tu... Ce que moi je ne fais pas. Mais quand par exemple tu fumes, tu vois, t'as un peu ce comportement. Mais en fait, en tant que spectateur, t'as l'impression d'être sous acide quand tu regardes le film. C'est incroyable. Genre. T'as l'impression que c'est toi quand t'as trop bu et que c'est des comportements que t'aurais pas du tout en temps normal, mais si tu bois un peu trop avec tes potes dans un bar, t'es capable de dompter une mouche. Voilà, c'est un peu le résumé, tu vois. Donc, si je reprends en gros, donc on a des personnages loufoques, vraiment sans gêne, qui ont aucune notion de la peur ou des conséquences de leur action. Et qui ont l'air de sortir de dessins animés et qui s'agitent un peu dans tous les sens et qui font plus, qui agissent plus qu'ils ne réfléchissent. Et donc c'est un peu un monde où toutes les actions vont être possibles. Alors pour en revenir au film en lui-même, donc Mandibule, Quentin Dupieux, il a décidé en fait d'écrire, enfin c'est même pas ce que je pense, c'est ce qui est le cas, c'est il a décidé d'écrire pour le duo. Donc du Palmacho, comme je disais, Grégoire Ludig et David Marsay. Merci. Je sais pas, désolée pour lui, hein, mais à chaque fois c'est plus l'autre que je retiens, je suis vraiment désolée. Parce qu'en fait, c'est un duo de personnages qui existe déjà dans le Palmacho en fait. Enfin, ce duo un peu adolescent, attardé, qui parle à la cool. Voilà, c'est un truc qu'il a repris d'eux. Et qu'il a vraiment écrit, rôle de composition on peut dire en fait. Et de toute façon l'humour du Palmacho se rapproche pas mal de l'absurde, etc. Et donc là c'est vraiment le duo dysfonctionnel par excellence, mais qui pense bien fonctionner. Vous voyez, qui pense que tout roule alors que nous spectateurs on sait que rien ne va. Donc à ce duo va s'ajouter Adèle Exarchopoulos, si je le prononce bien, qui est Agnès, et qui est en fait une femme qui a eu un accident, en gros, mais si on le voit quand même dans la bande-annonce, et qui depuis cet accident ne peut parler qu'en gueulant, en gros. Donc une grande gueule, en gros, mais au sens propre, quoi. Et ensuite, on a aussi India Air qui joue Cécile. Donc Cécile, c'est une femme qui va reconnaître Manu du duo de gars et qui va le prendre pour quelqu'un d'autre. Donc ça, allez voir le film pour comprendre. Et ensuite, on a Coralie Russier qui va jouer Sandrine. Et franchement, personnellement, c'est un rôle que j'ai pas trop compris, dont j'ai pas trop compris l'intérêt. J'ai plutôt eu l'impression qu'elle est... je sais même pas pourquoi elle était là. Elle fait un peu plan de verre, c'est très perturbant. En fait, c'est hyper perturbant et je reviendrai dessus un peu plus tard parce que la seule scène où elle ressort, c'est justement la scène dont je parlais et que je trouve un peu déplacée ou qui peut peut-être porter à polémique. Et évidemment, il y a Roméo Elvis. Donc Roméo Elvis, rappeur belge, frère de Angèle, chanteuse belge,
qui, pour la première fois, a un rôle au cinéma, que Quentin Dupieux lui a proposé comme ça, en le croisant pendant un festival. Et alors, que dire de la prestation du film ? C'est Romeo Elvis qui est dans un film, quoi, qui est un peu... qui a une dégaine de mec aussi un peu drogué. Enfin, en gros, c'est Romeo Elvis dans un film, mais je trouve pas qu'il fasse grand-chose à part être lui et avoir un peu une dégaine qui fait rire, parce qu'une dégaine un peu je m'en foutiste, mais c'est un peu la dégaine du rappeur de base, j'ai l'impression. Donc ça a été conservé, et je pense que il a été pris pour ça. En fait, c'est lui, c'est comme si Quentin Dupieux avait pris le personnage que Romeo Elvis s'était lui-même fait dans sa persona d'artiste, en gros. Ça, mais avec une mèche grasse, genre. Alors ensuite, je voulais parler comment dire, pas de la polémique, parce que c'est à nous de décider si ça fait polémique ou pas, mais plutôt du malaise que moi j'ai pu ressentir personnellement en regardant le film et une certaine scène, et qui, je pense, a aussi mis mal à l'aise d'autres personnes, sinon j'en parlerai pas et je resterai dans mon coin et je parlerai à moi-même de ce malaise. Donc, pour moi, le gros malaise, à un moment, c'est une scène où le personnage de Romeo Elvis, j'ai totalement oublié son nom d'ailleurs. Dans le film, il a un nom un peu chelou. Il a un nom chelou, et... il s'approche de, donc, du coup, Sandrine... Coralie Russier, ce personnage que je ne comprends pas trop, dont je comprends pas trop l'intérêt. Et ils sont en fait dans la piscine, elle est dans un coin de la piscine, tranquille, elle fait sa vie, et lui, il arrive, et en gros, nous, on le perçoit pas très bien, mais sous l'eau, apparemment, le personnage de Romeo Elvis met sa main sur la cuisse du personnage de Sandrine, et elle lui répond, c'est de façon très monotone, hein, le dialogue, mais elle lui dit là c'est ma cuisse. Sous-entendu, il est en train de lui toucher la cuisse. Et la seule réponse du personnage de Romeo Elvis, c'est ah ok. Et genre aucune action s'ensuit où il enlève sa main, ou potentiellement il se retire, ou potentiellement il s'excuse. Et moi c'est ça qui m'a un peu fait bizarre. Ça m'a fait bizarre pour deux raisons. La première, c'est que l'action en elle-même est ultra bizarre. Comment expliquer ? Faut voir le film. Vous allez voir le film et vous nous direz dans les commentaires. Il faut voir la scène, mais en tout cas, moi, ça m'a un peu perturbée dans le sens où le personnage de Sandrine, elle a l'air tranquille dans son coin, elle a pas l'air d'avoir de lien très fort avec le personnage de Romeo Elvis, elle a pas l'air de le draguer, elle a pas l'air de vouloir forcément qu'il la drague. Elle est vraiment genre dans son truc, et lui, il arrive comme ça, et il décide d'un contact physique. Désolé, je décide d'un contact physique. Consentement, là. Consentement. Je n'ai pas donné mon consentement. Tu vois, et il fait ok. Et du coup, tu vois, c'est comme si là, je te touchais, t'as pas envie, et je continue, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre comme action. Après, on voit pas trop bien comme c'est sous l'eau, s'il enlève sa main, etc. Mais, je sais pas ce que vous en pensez, parce que toi, t'as pas vu le film, mais pour celles qui l'ont vu... Moi, ça m'a mis mal à l'aise, mais encore plus mal à l'aise en regard de ok, mais j'en parle après, mais... Mais c'est vrai que la scène en soi, elle sert pas du tout le récit, elle arrive comme ça, elle est posée, il y a aucun contexte, il y a aucune raison en fait pour qu'il y ait cette scène. Donc c'est ça qui est bizarre. Je dirais pas que j'étais mal à l'aise, ouais, peut-être un petit peu, mais j'ai surtout trouvé ça étrange. On se demande quel est l'intérêt, parce que c'est pas deux personnages auxquels on est extrêmement attaché, c'est pas deux personnages pour lesquels on a envie qu'il y ait une histoire. Voilà, ça assouvit aucun besoin en nous, cette scène. C'est ça que je veux dire. Même si, en fait, on pourrait se dire, ça va ajouter à l'absurde. Peut-être qu'on peut se dire, oui, c'est absurde qu'il y ait cette meuf-là, donc Sandrine, qui est la meilleure amie de on sait pas qui est là, et ça ajoute à l'absurde qu'elle parle pas trop, et que... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que ça sert peut-être le récit. Mais cette scène-là, elle nourrit rien chez le spectateur. Nous, on n'attend rien de ce duo... on s'en fout un peu en fait. Et du coup, c'est vraiment gratuit, comme tu l'as dit, je trouve. Et c'est d'autant plus malaisant que, en gros, il y a eu une polémique sur Romeo Elvis. Et du coup, là, le mot polémique, je trouve qu'il a tout son sens. Pour résumer, Romeo Elvis, en 2019, si je dis pas n'importe quoi, je me souviens plus exactement quand, mais c'est en 2019,
il a eu une mésaventure avec une jeune bruxelloise, enfin une fan, une meuf qui est fan de lui, quoi, dans un magasin où Romeo Elvis vendait sa marque de vêtements. Et donc il était là comme ça, un peu par hasard. Et ils accrochent bien, ils se parlent tranquille, enfin je sais pas comment dire ça, ils font connaissance, quoi, et puis ça se passe bien. T'imagines, tu rencontres ton rappeur préféré, il est sympa avec toi, voilà, tu vas discuter avec lui. Et en fait, au moment d'aller essayer des vêtements, Romeo Elvis décide de suivre la meuf sans qu'elle le veuille dans la cabine. Et de la toucher sans qu'elle le veuille aussi, ce qui est là clairement problématique. Et c'est une histoire qui a refait surface en septembre 2020. Puisque la meuf a décidé de parler, en fait, d'expliquer ce qui s'était passé dans un tweet, ou je sais plus exactement où, mais ça a été relayé un peu partout. Et en fait, Romeo Elvis s'est excusé donc publiquement. Il s'était aussi excusé, je crois, dans le privé, si j'ai bien tout lu, tout compris. Et bon, on va pas revenir dessus parce que du coup, c'est quand même un truc qui date de 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, il s'est excusé. Je pense qu'il a assez dit qu'il était désolé de ce qu'il avait fait, etc. Bon, je sais pas que j'ai une affection particulière pour Romeo Elvis, mais bon, voilà, c'est fait, c'est vrai. Et puis il s'est excusé. Et puis au bout d'un moment, c'est juste que. Alors, juste pour remettre en contexte, le film, il devait sortir à la base, Mandibule devait sortir en septembre 2020. Avec le Covid, etc., toi-même tu sais, ça n'a pas été possible. Mais je crois pour plein de raisons différentes en plus. Déjà, heureusement, parce que le film serait sorti en même temps que la polémique. Horrible. Mais peut-être, ça aurait fait très bizarre. À un moment, je me suis demandé, peut-être qu'ils l'ont retardé exprès. Parce que vraiment, les tweets sont sortis genre début décembre 2020. Et le film devait sortir dans ces eaux-là, genre mi-décembre, septembre, merci de me... Mais à un moment, je me suis dit, peut-être qu'ils ont évité de le sortir à ce moment-là. Sachant en plus qu'il y avait cette scène, je sais pas en fait, mais c'est un truc, j'aimerais trop poser la question, peut-être que pas du tout, que je me fais des films, mais ce serait intéressant de savoir quand même. Si ils ont réfléchi avec la prod en se disant, on a quand même cette scène qui pourrait prêter à confusion et qui pourrait l'accabler encore plus, alors que le film a été écrit bien avant et qu'il a été tourné bien avant... je pense même l'acte en lui-même, tu vois. Ouais, mais ce que je me dis, c'est que si c'était ça, la production aurait pu décider de couper la scène, en fait, tout simplement. Oui, mais c'est ce que je me suis dit aussi. Pourquoi, alors, si tu retardes... Parce que là, c'est pas d'1 an, c'est de... quand même 8 mois, je pense, bien 8 mois, où tu retardes la sortie d'un film, tu peux potentiellement enlever une scène, je pense. Alors, si elle sert pas le récit comme vous l'avez dit. Voilà, mais peut-être que pour Dupieux, enfin je sais pas, je pourrais parler avec lui s'il veut, peut-être que pour lui, oui, ça sert le récit, et dans ce cas-là, je serais ravie que quelqu'un m'explique en profondeur pourquoi ça sert le récit. Et comme ça, on en discute, et voilà, c'est juste une opinion. Et du coup, ça me fait bizarre, cette scène, mais oui, peut-être que ça sert le récit, qui s'est dit non, j'enlève pas ça. En plus, Dupieux, c'est dans un univers assez absurde, donc c'est pas ultra grave non plus. Enfin, peut-être qu'il se dit c'est très loin de la réalité. Et du coup, ça, c'est d'autant plus bizarre qu'il y a cette polémique. Donc, quand je suis allée voir le film, donc je suis allée voir avec des amis, et déjà, on a toutes capté sur le moment de cette scène. Ça a fait écho à ce qu'on sait du coup de Romeo Elvis. Et je sais pas pourquoi, j'ai senti, tu sais, ce moment où t'as les rires et tout ça, c'était quand même une ambiance assez drôle, où tu vois que t'as le duo qui fait de la merde, Agnès qui en a trop marre, enfin Agnès c'est le rôle de Adèle Exarchopoulos, qui en a marre que les deux soient là, etc. Donc c'est quand même un moment plutôt fun dans le film. Et d'un coup, tu sens le public qui passe du rire au malaise, justement, tu vois, du rire au malaise, mais pas un malaise que voudrait Dupieux, je pense, plus un malaise qui fait sortir du film et où t'es un peu dubitatif. Et à ça s'ajoute le fait que la presta de Romeo Elvis est pas non plus hyper impressionnante. Enfin, je trouve pas que c'est un rôle qui permette de voir s'il joue bien ou pas. Mais ça fait un peu fan service, genre film de guest. Tu sais, genre on l'a fait venir parce que c'est Romeo Elvis. Ouais. Pas pour jouer. Après aussi parce qu'il a peut-être la dégaine qu'il voulait pour le rôle aussi. Peut-être, pas de souci. Mais c'est vrai que c'est pas un rôle qui nous permet de dire est-ce que Romeo Elvis il joue bien ou pas. Franchement, j'ai pas la réponse en ayant vu ce film. Moi, ce que j'aimerais, c'est le voir dans d'autres films, pourquoi pas.
avec des rôles peut-être un peu plus éloignés de sa persona d'artiste, et qui nous permettrait de voir si oui ou non il joue bien. Genre, ce serait cool pour lui, ce serait cool pour nous de savoir. Le personnage de Sandrine, donc ce personnage que Romeo Elvis du coup touche, enfin, j'ai plus le nom du personnage de Romeo Elvis, je suis désolée. Mais elle, c'est pareil, je pourrais pas te dire si elle joue bien ou pas. Enfin, elle a genre vite fait quelques répliques, mais elle est là, quoi. Et sa présence n'est pas forcément indispensable. Et je trouve ça trop dommage qu'il y ait des têtes d'affiche et que leur présence ait l'air pas indispensable dans un film. Donc peut-être ça sert ce que Quentin Dupieux voudrait, un peu cette ambiance de les gens ils sont là mais on sait pas trop pourquoi. Il y a les duos tapent l'incruste et tout ça, peut-être que ça fait une ambiance un peu absurde du coup, des gens qui se réunissent alors qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Et pour faire un clin d'œil à le premier épisode qu'on avait tourné, où j'avais parlé de Billie Eilish et de rapprochement musique-cinéma, et là il y a Romeo Elvis qui a sorti... il y a 3 semaines, je crois, un clip sur son nouveau son qui s'appelle TAP, je crois, TPA, pardon, TAP, Tout peut arriver. Et à la fin du clip, sans forcément que le rideau se ferme, etc., on a juste, en gros, le clip se clôture sur un rideau rouge fermé, et avec le générique qui défile. Du coup, je trouvais ça marrant parce que si vous regardez le clip, il n'y a aucune vraiment référence... forcément direct au cinéma. Enfin, à un moment il a un personnage de boxeur, un personnage de mec allongé sur des frites, donc tu vois, et je me suis dit tiens c'est marrant, est-ce qu'il a fait ça pour le clin d'œil du fait qu'il a eu son rôle au cinéma, est-ce que c'est pensé comme ça, voilà, c'est des questions que je me suis posées. Et du coup je me suis dit j'aimerais bien voir ce qu'il sait faire en vrai, parce que je trouve que le film ne montre pas. Après ça peut être un rideau rouge de théâtre ou je sais pas, ou de la scène, genre c'est clôturé, mais comme c'est un film, enfin pour moi tous les clips sont des mini courts-métrages, mais vu que c'est un clip, un mini court-métrage pour moi, et que ça se termine comme ça avec le générique, j'ai envie de penser que c'est un petit clin d'œil, tu vois. Non mais c'est clair. Puis, et parce que ça va bien avec ma chronique, donc j'ai envie de le penser, tu vois. Et en fait le personnage de Sandrine, qui j'ai l'impression ne sert à rien, désolée pour elle, me rappelle que généralement dans le cinéma de Dupieux, j'ai un problème parfois avec la façon dont il met en scène les personnages féminins et dont même il les écrit. Par exemple Cécile, donc c'est la sœur de Romeo Elvis dans Mandibule, c'est celle qui donc voit Manu du duo et croit reconnaître un pote de lycée. Et en fait, tout le long du film, tout lui dit, enfin j'ai pas envie de vous spoiler, mais tout dit à cette meuf qu'elle se trompe, tu vois. Enfin, même le principal concerné lui dit genre, c'est pas moi meuf. Et elle est quand même crédule, et on dirait limite qu'elle a envie qu'elle s'en fiche de connaître la vérité, tu vois. Elle se fait son petit scénario. Et on retrouve souvent ça, je trouve, dans les personnages féminins chez Quentin Dupieux. C'est pas des personnages bêtes, c'est pas des personnages... c'est des personnages plutôt grande gueule qui, elles disent ce qu'elles pensent, mais elles ont l'air quand même faciles à berner, alors même qu'elles sont grande gueule et que, tu vois, elles font femme forte. Par exemple, dans Le Dain, le personnage d'Adèle Haenel, elle a une grande gueule, elle se laisse pas faire, elle a l'air plutôt indépendante, etc. Mais elle suit jusqu'au bout Jean Dujardin dans son truc absurde. Et lui, tu sais, il essaye de la tromper quand même à la base, il lui ment un petit peu. Et elle se laisse entraîner là-dedans, mi-lucide, mi-bernée, tu vois ce que je veux dire ? Et je sais pas, des fois ça me fait un peu bizarre. Enfin, j'adore ces deux films, mais ça me fait un peu bizarre quand même comme personnage. Et surtout que le vrai personnage de grande gueule dans Mandibule, Adèle Exarchopoulos, c'est ça ? Ouais. Putain, je vais y arriver. On va le garder comme ça, c'est génial. Le personnage du coup que joue Adèle, c'est une grande gueule au sens propre du terme, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'elle a eu ce problème dû à l'accident, et qu'elle gueule tout ce qu'elle pense, et c'est la seule du coup qui sait qu'il y a un problème, tu vois, avec le duo, et qui voit un peu l'arnaque. Mais c'est celle qu'on croit pas, quoi. Donc je suis un peu mitigée sur ce que ça peut vouloir dire. Voilà. Et d'ailleurs, pendant le festival de Venise, donc festival du film de Venise, il y a Adèle qui disait que son personnage, il avait pas la forme, mais il avait le fond, tu vois, de la réflexion. Et du coup, c'est vraiment ce décalage entre Cécile,
qui a l'air complètement teubé, mais qui s'exprime normalement et qui a l'air normal, mais qui en fait a l'air de pas réfléchir. Et du coup, Agnès qui gueule comme un putois, mais qui... Je sais pas, un putois ça gueule pas. Agnès qui gueule en fait tout ce qu'elle pense et qui a l'air teubée, mais qui l'est pas du coup. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Enfin, j'ai fini ma chronique. C'était pas si polémique que ça parce que on s'est posé des questions, t'as donné un avis, on s'est posé des questions. Voilà. Ce sera aux gens de décider si c'est vraiment polémique. Ouais, ou pas, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire et dans ce cas-là, ne le dites surtout pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si vous avez vu le film et que ça vous a aussi interpellé cette scène. Voilà. Ouais. Ou si vous y avez pas pensé du tout, ou si vous étiez même pas au courant. Ou... Merci, ça nous a permis d'ouvrir le débat en tout cas. Ok, ouais. Donc c'était assez intéressant d'avoir ces informations-là pour aussi se construire son propre avis, je pense. Alors aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer en coulisses, alors ne perdons pas de temps. Donc mon sujet du jour, c'est Gérard Depardieu et les films en costume, Vatel ou L'homme qui inventa la chantilly et les repas d'affaires. Donc Vatel, c'est un film qui est réalisé par Roland Joffré en 2000. C'est un film franco-britannico-belge. Ok. Rien que ça. Donc Gérard Depardieu, il incarne François Vatel, qui est un personnage historique, surtout dans la gastronomie française, puisque c'est le maître d'hôtel qui s'occupe précisément aussi des cuisines pour Louis XIV. Et en fait, il y consacre sa vie. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est vraiment toute la production et la direction artistique et l'effort vraiment qui est investi dans le film pour avoir un tel résultat dans l'atmosphère du film. Donc la direction artistique est menée par Louise Marzaroli. Alors comme chef décoratrice, on a Cécilia Montiel, je sais pas comment on prononce, et aussi Jean Rabas, donc je vais expliquer en quoi c'est important de le savoir. Okay. Aussi aux effets numériques, on a la société La Maison. Et surtout, au costume, on a Yvonne Sassino de Nels, je sais pas du tout comment on prononce. Pourquoi c'est important d'avoir ces noms-là en tête ? En fait, c'est que tout simplement, ces personnes ne sont pas anodines dans les corps de métier que je viens d'énoncer. En fait, c'est vraiment des personnes reconnues qui ont beaucoup travaillé pour le cinéma, mais aussi, je vais le dire, pour d'autres corps de métier. Donc Yvonne Sassino de Nels, donc c'est pas n'importe qui dans le milieu. C'est la chef costumière non seulement du film, mais aussi elle est chef costumière de formation et de métier, et elle a fait ça toute sa vie. Elle a reçu même des distinctions en fait pour son métier, donc c'est quand même pas rien, et pas n'importe quelle distinction. Par exemple, en fait, en 1985, elle a reçu notamment le César des meilleurs costumes pour Un amour de Swann de Volker Schlondorf, si je prononce bien. Okay. Donc, film pour lequel elle a conçu et réalisé les costumes, et elle a habillé notamment dedans Alain Delon. Donc, aussi, le 22 octobre 2009, elle reçoit les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite français. Donc c'est quand même limite un grade quoi, dans une consécration dans une carrière, je pense aussi. Donc, Style Légion d'honneur ? Style Légion d'honneur, oui. Donc Yvonne Sassino de Nels, elle a conçu et réalisé des costumes pour pas moins de 22 films, 9 opéras et 15 pièces de théâtre. Donc comme ça, c'est pas des chiffres énormes, mais en fait sur une carrière, c'est un travail titanesque. Enfin, c'est quand même conséquent comme réalisation. Donc pour revenir au film Vatel, ce qui est important, donc c'est un film en costume puisque c'est sous le règne de Louis XIV. Et surtout, il est le film d'ouverture du Festival de Cannes en 2000. Donc en ce qui concerne factuellement sa tenue, c'est une tenue assez sobre puisque c'est un maître d'hôtel, donc c'est-à-dire que c'est un ouvrier, c'est un artisan, mais il est au service de
d'un roi, de nobles. Donc il n'a pas les mêmes, la même apparence et les mêmes accoutrements que les nobles. Enfin, il y a bien cette distinction justement dans le film parce que c'est pas seulement un film sur la gastronomie française en fait. On visite pas juste les cuisines de la cour. On est vraiment dans un film qui rappelle le pouvoir en fait. Et cette différence entre les ouvriers, le peuple, voilà, et les nobles. Donc on a bien cette distinction. Donc en soi, sa tenue, elle représente la modestie. C'est des couleurs assez sombres, ternes. Et justement, lui est à l'œuvre de ce luxe à la française. Et justement, c'est lui donc qui a créé les repas d'affaires. Il a une réputation à laquelle il tient. C'est même une des répliques dans le film, comme quoi il tient absolument à sa réputation. Enfin, c'est quelque chose... se faire un nom dans ce milieu-là, enfin, c'est très important à l'époque, mais particulièrement pour lui. Donc en soi, à travers aussi le repas et l'événement que crée le repas d'affaires, tout ça, même les repas de cour qui sont des dîners politiques en fait, en soi. Il se doit de maintenir le luxe et en fait, c'est lui qui tient le rang aussi des nobles. Tout repose sur lui en gros. Donc voilà, et c'est pour ça aussi qu'il y a bien cette distinction parce qu'il va s'adresser aux nobles, il peut s'adresser aux nobles, mais il porte pas de perruque, il n'a pas de maquillage. Alors, le film est nominé, enfin, il est choisi pour concourir au César des meilleurs costumes notamment, mais en fait, c'est les meilleurs décors qui vont avoir le César pour l'édition de l'an 2000. Donc, je le rappelle, les chefs masculins et la chef au féminin de ce film, donc c'est Jean Rabas et Cécilia Montiel. Le réalisateur, pour ce film, il s'entoure encore une fois des meilleurs en fait. Et pour les décors, c'est pas moins d'une équipe de 400 personnes. Même si le film n'est pas un huis clos, le monde de la cuisine constitue un monde à lui seul en fait. C'est un monde non seulement clos, mais c'est un monde sombre en fait. Donc c'est presque une fourmilière, j'ai envie de dire, parce que ça s'active quoi en cuisine, c'est tout le temps en mouvement, c'est très dynamique. Puis les ouvriers, on les compare souvent à des fourmis. Oui, voilà, à des petites fourmis, enfin pour ceux qui connaissent Fourmis du coup. Mais donc comme je le disais, ce n'est pas tant un film sur la cuisine et la gastronomie française que sur le rapport de pouvoir. Ce film, il rappelle tout simplement la hiérarchie du système royal de l'époque. Par le personnage de François Vatel, le repas et le motif du repas, il est remis en perspective. Donc finalement, le film, il met en avant ce qui n'était pas mis à l'époque en avant, c'est-à-dire les petites mains qui s'activent en cuisine. Donc c'est en ça aussi qu'il remet le motif du pouvoir en perspective, c'est-à-dire que la tendance, elle est inversée. Là, ce qui est mis en avant, ce sont les ouvriers. Bon, il y a un chef quand même, comme un chef d'orchestre, qui organise le tout et qui aussi est le médiateur entre les nobles et les ouvriers. Mais voilà, ça reste quand même... le personnage principal, comme je le disais, il n'a pas tous les artifices d'un noble. C'est un ouvrier. Même s'il est de haut rang, c'est un ouvrier. Et il est considéré comme les autres ouvriers. Donc c'est aussi donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas forcément. Donc voilà, c'était tout pour ce film. J'espère qu'il vous aura plu et peut-être aussi que ça vous donnera envie de le voir parce que le film, il a quand même fait un flop et il a quand même endetté certaines sociétés. Enfin, ça fait 115 millions, je crois, ou 15 millions d'euros de déficit. Ah ouais, donc ouais, c'est plutôt 15 millions. Toi, ça a l'air vraiment intéressant comme ça. Bah, franchement, moi, je l'avais vu au collège ou au lycée. Au lycée, il me semble, peut-être. Et bon, parfois, voilà, il nous passe des films. Mais franchement, celui-là, j'avais vraiment accroché. Puis la petite anecdote de la chantilly et tout, enfin, je trouve ça assez marrant, quoi. Puis en plus, c'est facile à regarder. C'est pas... c'est un film assez facile à regarder, je pense.
Voilà, c'était tout pour cet épisode du Kinétoscope Show. On espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouvelles choses, que vous allez redécouvrir même de nouvelles choses. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.